Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina, les titres de votre journal. Après les blessés de l'insurrection et du putsch manqué, les ayants droit des martyrs ont eux aussi reçu ce matin un soutien financier. C'est un symbole dont l'objectif est, selon le chef du département de l'action sociale, de soulager un tant soit peu la peine endurée par ces familles depuis plusieurs mois. Mention spéciale pour le Burkina Faso après une année de transition et l'organisation des élections. La CEDEAO salue les efforts consentis à cet effet dès l'entame de la 48e session des chefs d'État de l'espace communautaire. Le président du Faso est à Abuja pour prendre part à la rencontre. Au fil des années, Africalia s'est positionné comme le rendez-vous d'affaires par excellence dans la sous-région ouest-africaine. L'édition 2016 se profile à l'horizon et les organisateurs du forum ont rencontré la presse pour en donner la saveur. Nous en saurons davantage dans ce journal. Hier, les blessés de l'insurrection et du putsch manqué recevaient une enveloppe. Aujourd'hui, c'est au tour des familles affectées par la perte d'un être cher lors de ces événements. L'émotion était au rendez-vous de cette journée placée sous le signe de la compassion au ministère de l'Action sociale. Reportage signé de Amado Ilboudo et Touobouam Evelyne Dabiri. Permettez-moi au nom de la nation de vous remettre cette enveloppe symbolique pour vous permettre de... Ils reçoivent ainsi chacun de manière officielle la somme de 1 million de francs CFA en tant que veuf ou veuve des victimes de l'insurrection populaire et du putsch. 20 autres comme eux, n'ayant pas obtenu de diplôme académique, ont reçu cette même somme qui est le soutien du gouvernement aux conjoints des victimes pour la création d'unités économiques. Et pour les conjoints diplômés au nombre de 2, ils seront recrutés par la fonction publique. Tout l'or du monde ne suffirait pas pour récompenser les ayants droit, pour récompenser nos blessés. Mais nous espérons, comme vous me le demandez, que ce soutien symbolique pourrait apporter une chaleur au cœur et leur faire comprendre que la nation ne les oublie pas. Un geste du gouvernement qui vient soulager un tant soit peu ces familles endeuillées. C'est bien, le geste est bien. Bon, ça peut nous aider dans la vie sociale, à s'occuper de nos enfants, à leur donner une vie meilleure. On remercie le gouvernement pour tous ces soutiens et ces remises et l'argent symboliquement là. Sincèrement dit, ça va nous soulager beaucoup. En plus, certains d'entre eux, au nombre de 8, auront des logements sociaux inaliénables. Tous les bénéficiaires seront accompagnés dans la gestion des fonds alloués. Par la force des choses, ils sont devenus veufs et orphelins. Si la nation ne les oublie pas, c'est aussi le cas pour des associations qui ont pour but de porter loin leur cause. Un groupe de plaidoyer a convié la presse pour dénoncer les injustices que subit cette couche vulnérable de la société. Objectif, une prise de conscience collective. Koualen Ebié, Mouankoundabiri. Défendre et faire respecter les droits de succession de la veuve et de l'orphelin. C'est le sens de l'engagement de ce groupe de plaidoyer, composé de 10 associations, qui œuvrent pour le bien-être de la veuve et de l'orphelin au Burkina Faso. Face à la presse, ces associations dénoncent les torts subis par les veuves et les orphelins dans le partage des héritages. La femme, et malheureusement en Afrique, est toujours considérée comme une étrangère dans une famille. Et donc quand on parle de succession, on se sent mal à l'aise de voir la femme qui va aussi bénéficier. Et souvent, et aussi les enfants sont au second rang ou sinon au troisième rang parce qu'on voit dans nos traditions, c'est les petits frères, les grands frères qui héritent. À travers ces actions, le groupe compte œuvrer pour un changement de comportement. Pour ces acteurs, la perspective aujourd'hui est d'accentuer les actions de sensibilisation pour une prise de conscience. Nous avons un peu, en tout cas, des sentiments de satisfaction, mais nous trouvons que ce n'est pas encore suffisant et donc nous voulons profiter de ce contexte, interpeller les nouvelles autorités pour qu'ils puissent mettre beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts dans la sensibilisation, beaucoup d'efforts dans l'adoption des lois en faveur des personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins. Pour éviter les conflits familiaux, le groupe de plaidoyer recommande la prise en compte des réalités socio-culturelles dans la révision du Code des personnes et de la famille. Un autre drame qui a endeuillé plusieurs familles, on s'en souvient, ce sont les inondations du 1er septembre 2009.
L'unité de gestion des secours d'urgence mise en place après le 1er septembre se chiffre à plus de 19 milliards de francs CFA, donc la somme qui a été mise à la disposition de cette unité. Et les fonds ont entre autres servi à venir en aide aux sinistrés, mais aussi à réhabiliter des infrastructures endommagées. Nous en savons plus sur le rapport remis cet après-midi même aux autorités avec Yacouba Gamene et Aboubakar Sayon. Le rapport de fin de gestion des secours d'urgence des inondations du 1er septembre 2009 établit un point complet des actions humanitaires et des réalisations faites au profit des sinistrés. Suite à l'appel à la solidarité, 2660 personnes physiques et morales ont contribué à hauteur de plus de 19 milliards 28 millions de francs CFA. 70% de ces fonds ont été utilisés pour les populations sinistrées, 17% dans l'administration des victimes et 10% dans la construction des ponts et des barrages. Un bilan globalement satisfaisant pour le Premier ministre. 6 ans après les inondations du 1er septembre 2009, les souvenirs restent toujours douloureux, mais la bonne organisation des secours d'urgence et la gestion transparente des ressources nous permettent de dire sans conteste que notre pays est sorti de cette crise grandi, riche en expérience et plus solidaire. Au total, les inondations du 1er septembre 2009 ont coûté plus de 56 milliards de francs CFA, loin des 19 milliards mis à disposition de l'unité de gestion, d'où ces recommandations. Il faut que le Burkina ait un cadre institutionnel de gestion des catastrophes unique et fort. Ensuite, il y a le fonds de lutte contre les catastrophes. Si on se mobilisait et on mettait en place ce fonds, peut-être que désormais, lorsqu'il y a une catastrophe, l'intervention sera beaucoup plus rapide. Et le troisième point qui nous tient à cœur, c'est vraiment la question des zones inondables et submersibles. Des décisions ont été prises, des piquets ou des poteaux ont été fixés. Les gens traversent ces poteaux, ils vont aller s'installer au bord des zones inondables. Genre qu'il y a une pluie, ils vont crier au secours. Je crois qu'il faut qu'on arrête ça. Le rapport plaide également pour une véritable prise en compte des questions de résilience et de gestion des catastrophes au Burkina Faso. Michel Kafando est à Abuja pour prendre part à la session des chefs d'État de la CEDEAO. En prélude à la rencontre, le président de la transition a été reçu en audience par son homologue Muhammadu Buhari. Le président nigérian a félicité Michel Kafando pour la bonne conduite de la transition. Il a également répondu favorablement à l'invitation du président Kafando à prendre part à la cérémonie d'investiture de Roch Marc Christian Kaboré le 29 décembre prochain à Ouagadougou. Et nous restons dans la capitale nigériane où s'est ouverte donc la 48e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le sommet marque le 40e anniversaire de l'espace communautaire, les sujets brûlants, le terrorisme et l'insécurité dans la sous-région. Le point avec nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Extrémisme et menace terroriste, voici les deux concepts qui troublent le sommet des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Ici à Abuja, à ce 48e sommet de la CEDEAO, il est question d'aller au-delà de la réponse militaire pour mettre en place une stratégie globale de lutte préventive par l'échange d'informations et le contrôle des frontières. Une nécessité soulignée par tous les intervenants. Ce sommet de Abuja marque les 40 ans de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La doyenne des communautés économiques africaines n'a pas pris une ride. À son actif, de nombreux acquis en matière d'intégration, de développement communautaire et de consolidation de la démocratie. Le tarif extérieur commun a été lancé cette année. La carte d'identité biométrique de l'espace est annoncée pour 2016. 5 pays de l'espace ont réussi leurs élections en 2015, un grand motif de fierté. Le Burkina Faso fait figure de modèle. Je suis également d'avis que nous devons faire preuve de la même résilience pour consolider et amplifier les belles avancées que notre région a enregistrées en matière de bonne gouvernance et de saines pratiques démocratiques, avec l'organisation d'élections transparentes, crédibles et paisibles au Togo, au Nigeria, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à son Excellence Michel Kafando et à toute son équipe de la transition pour la brillante conduite de cette transition jusqu'à son terme.
Si l'insécurité et le terrorisme sont les principales préoccupations de l'heure, les chefs d'État de la CEDEAO vont également plancher sur les grands défis pour une CEDEAO des peuples. Deux grands chantiers restent inachevés dans les secteurs stratégiques de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie et du capital humain. C'est dire qu'au-delà des aspects purement institutionnels, notre aspiration commune à la CEDEAO des peuples est encore plus exigeante. Elle nous engage à réussir une production agricole à plus grande échelle, à former plus de ressources humaines de qualité, à réaliser plus de routes, plus d'autoroutes, plus de chemins de fer, plus de centrales électriques, de barrages hydroélectriques et de lignes d'interconnexion. Nous avons la responsabilité historique de façonner ces maillons et de les relier les uns aux autres pour former la grande chaîne de l'intégration politique et économique solidaire dont rêvaient les anciens. En attendant, la bonne santé de la CEDEAO lui vaut les hommages du représentant de Ban Ki-moon, le docteur Mohamed Ibn Chambas, et de la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. La nation burkinabé reconnaissante envers l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, le diplomate américain a reçu les insignes d'officier national. Ce matin, les autorités de la transition ont témoigné leur gratitude au peuple américain pour son soutien dans la préservation de la démocratie au Burkina. Jean-Eudes Bayala, Ignarkiteda. L'ambassadeur des États-Unis est fait officier de l'ordre national. Toulenabo Mouchingui a marqué l'esprit du Burkina Faso et son peuple pour s'être distingué à travers sa prise de position, une prise de position pour sauver le pays des hommes intègres, selon les autorités de la transition. Pour elle, cette distinction traduit alors la reconnaissance de la nation entière envers un homme honnête. Monsieur Mouchingui, incontestablement, vous êtes un vrai ami du Burkina Faso. Et les Burkinabés ont eu le temps de constater votre amitié pour le pays des hommes intègres. En effet, au cours des événements qui ont failli ébranler la marche de notre pays, vous vous êtes fait distinguer à travers votre position claire et sans ambiguïté. Le chef du gouvernement est allé au-delà de la décoration en lui attribuant le nom de Sid Pawalande, qui veut dire la vérité ne se chuchote pas. Une reconnaissance que le diplomate américain qualifie de lourde responsabilité et la prend avec humilité. Comme vous le savez, ça vient avec des responsabilités, bien sûr. Et quand je suis venu ici, je suis venu pour faire un travail. Et comme l'a dit Martin Luther King, c'est n'importe quel travail que vous avez, c'est d'essayer d'être le meilleur. Cette cérémonie vient renforcer les liens de coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis, ainsi qu'entre les deux peuples, dont les relations reposent sur le développement durable, la sécurité et la bonne gouvernance et institutionnelle. Ces chiffres à présent, 1400 plateformes, 50 000 bénéficiaires et plus de 2 milliards de francs CFA accordés. Les phases 1 et 2 du projet national plateforme multifonctionnelle font état de ce bilan ainsi chiffré. Le comité de pilotage est réuni dans son ensemble à Ouagadougou pour valider la 3e phase du projet. Plus de précisions avec Gérard Sommet et Adama Koulibaly. Après les 2 phases du projet de plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté entre 2009 et 2015, le gouvernement burkinabé s'apprête à lancer une 3e phase suite aux acquis des 2 précédentes. Ces acquis se composent de la réalisation de plus de 1400 plateformes qui ont permis la promotion des filières telles que le riz, le karité ou encore le fonio, l'éclairage de près de 2000 ménages et d'infrastructures socio-éducatives à travers les micro-réseaux électriques. À travers les plateformes multifonctionnelles, il y a des adductions d'eau qui sont faites, ce qui réduit le temps que nos braves mères passaient généralement pour la corvée d'eau. Et il y a juste les moulins qui leur permettent
également de résoudre le problème de distance pour moudre le mil ou voilà, traiter le karité. La phase 3, qui devrait être validée au cours de cet atelier, va porter sur 4 axes, dont le renforcement des acquis. Renforcement des capacités, rénovation, utilisation de l'énergie renouvelable et, en troisième ressort, véritablement la promotion des activités génératives de revenus autour de la plateforme pour une nouvelle utilisation de l'énergie produite par la plateforme. Voilà en gros, pour ne pas rentrer dans les détails, parce que c'est un document provisoire, mais c'est les grands axes autour desquels va se bâtir cette troisième phase. Cette troisième phase devrait, après sa validation, être mise en œuvre sur la période 2016-2020. Optimiser les bonnes pratiques d'alimentation des enfants dans le but de leur offrir une croissance saine. Un projet est en cours dans 12 régions sanitaires du pays. 850 millions de francs CFA sont mobilisés à cet effet. Issa Kafando, Hortense Evelyne Yelemou. Principaux bénéficiaires de ce projet, les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les nourrissons de moins de 24 mois. Objectif, améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant par des pratiques optimales. D'où ce projet de renforcement de l'appui et des conseils pour l'allaitement maternel dans les centres de santé au Burkina. L'allaitement exclusif, dans certaines régions, elle est très faible jusqu'à présent. Par contre, au niveau national, on constate que le taux est passé de 25% à 50% au bout de 5 ans. L'objectif visé serait un taux au-delà de 80%. Le projet va couvrir la période de septembre 2015 à avril 2017 et va coûter 850 millions de francs CFA. En pratique, il va s'investir à renforcer les capacités des agents de santé qui, à leur tour, feront la promotion d'une bonne alimentation de l'enfant. Il y a une autre stratégie qui va concerner la sensibilisation, l'information et la communication au sein de la communauté pour apporter la bonne information aux populations afin qu'elles puissent comprendre le bien fondé de l'allaitement exclusif et le complément d'aliments dès que l'enfant a plus de 6 mois. Le projet est porté par un consortium formé par l'Association pour la promotion de l'alimentation infantile au Burkina et le réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile. Il est entièrement financé par le projet Alive and Thrive. La recherche au service de la santé, elle est cette fois axée sur la médecine traditionnelle africaine. Un répertoire des plantes médicinales est en cours d'élaboration et 25 experts venant de la sous-région y participent. En plus, il est attendu une stratégie de conservation de la biodiversité. Paul David Bambara, Oumar Zombré et Monkon Dabiré pour le reportage. Élaborer des protocoles d'évaluation clinique des médicaments à base de plantes, recenser les savoirs et savoir-faire traditionnels en matière de santé et concevoir un plan de conservation de la biodiversité. Ce sont entre autres les objectifs de ce cours régional d'ethnopharmacologie. Un cours qui regroupe des pharmaciens, des biologistes et étudiants en pharmacie et biologie de la sous-région. Les modules des rudiments qui permettent d'appréhender l'ensemble du processus. Des rudiments en botanique. Et également l'approche en pharmacologie ou toxicologie, parce que dès que vous avez la recette, il faut déjà aller vérifier scientifiquement qu'en effet l'indication thérapeutique traditionnelle sied pour la pathologie indiquée. De la plante au phytomédicament, approche méthodologique, c'est le thème de cette première édition consacrée aux médicaments à base de plantes. Une édition rendue possible grâce à l'UEMOA et le Fonds national de la recherche, de l'innovation et le développement. Le phytomédicament, c'est un médicament. Il demande les mêmes méthodes d'étude que les médicaments modernes. Cette rigueur-là, qu'on va les renseigner et que, ma foi, de retour chez eux, j'espère qu'ils auront l'occasion de l'appliquer avec leurs collègues. Les initiateurs entendent pérenniser ce cadre d'échange. Ils souhaitent par ailleurs voir l'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé modernes, une médecine reconnue par l'OMS depuis 2002 comme étant une alternative thérapeutique.
L'éducation inclusive expérimentée au Burkina depuis quelques années connaît tout de même quelques difficultés dans son application. Un atelier sous-régional sur l'éducation des enfants handicapés visuels se tient à Ouagadougou sur l'application de cette éducation inclusive en Afrique de l'Ouest. L'initiative est portée par l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants. Le point, c'est avec Nongba Kouda et Mounir Akiri. L'éducation des enfants handicapés visuels est au cœur de cet atelier sous-régional. Une éducation inclusive qui a pour ambition de permettre aux enfants aveugles et malvoyants d'accéder aux classes ordinaires sans discrimination et d'apprendre au contact des autres enfants. Lorsqu'il s'agit pour un État de gérer tout un système éducatif, cela implique pour cet État d'inclure également tous les enfants en situation de handicap, de créer toutes les conditions nécessaires pour que les enfants qui sont dans cette situation puissent aller à l'école comme tous les autres enfants. Avec le soutien de ses partenaires, l'Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants, UNABPAM, a initié depuis 2009 la décentralisation de l'éducation inclusive dans 6 provinces du Burkina. 6 ans après, c'est l'heure du bilan. Nous avons pu, en partenariat avec l'enseignement catholique, mettre en situation d'apprentissage plusieurs enfants. Et ces enfants actuellement sont en milieu intégré. Et notre objectif, c'est que ces enfants puissent être en milieu ordinaire. Parce que l'inclusion doit se faire avec la société. 6 pays de l'Afrique de l'Ouest sont représentés à cette session. Ils ont 72 heures pour trouver des solutions en vue d'améliorer les conditions de vie et d'études des enfants handicapés visuels de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le lancement du projet Ziga 2, vous le savez, a été fait par le président du Faso il y a quelques jours. Pour constater l'effectivité du démarrage du projet, la nationale de l'eau et de l'assainissement a convié la presse sur le site. Mamadou Dabiré et Amandine Lalsaga ont par exemple appris que 104 milliards de francs CFA ont été injectés pour soulager les Burkinabè des coupures d'eau. Le barrage du Ziga dispose actuellement d'environ 2 millions de mètres cubes d'eau, selon le chef de maintenance de la station. Une quantité d'eau nécessaire pour répondre aux besoins en eau potable des populations de la ville de Ouagadougou. Cependant, la station de traitement d'eau de l'ONEA a une capacité de production de 108 000 mètres cubes jour, ce qui explique les pénuries d'eau qui devraient trouver solution avec la construction de cette deuxième station de traitement. Nous passerons, puisque l'augmentation va consister à ajouter 7 500 mètres cubes heure aux 4 500 mètres cubes heure qui existent. Ça va faire 12 000 mètres cubes heure. Et avec les 12 000 mètres cubes heure, ça correspond à une production de 288 000 mètres cubes jour. Le projet de Ziga 2 a un coût global de plus de 104 milliards de francs CFA. La fin des travaux est prévue pour 2017. Nous sommes en phase pour pouvoir apporter l'eau aux populations de la ville de Ouaga au cours du premier semestre de l'année 2017. Pour l'heure, nos travaux n'engendrent pas de perturbations sur les réseaux actuels. Le processus de traitement d'eau a été expliqué aux journalistes avec une visite à l'appui. De la phase de clarification à celle de désinfectation, en passant par les étapes de décantation et de filtration. C'est dans ce réservoir situé à 23 km de Ouagadougou, dans le village de Boktenga, que l'eau traitée est stockée. Ici, un deuxième réservoir est aussi en chantier avec une capacité de stockage de plus de 6 000 m3 d'eau. Je vous le disais en titre, le forum Africalia se prépare pour une 4e édition. Et comme à l'accoutumée, des PME et PMI venant de la sous-région et du reste du monde sont attendus à Ouagadougou. Le forum, qui se veut l'un des plus grands carrefours africains du monde des affaires, se tiendra en février prochain. Les détails avec Nongba Kouda et Maxime Zongo. Après 3 éditions, 2010, 2012 et 2014, jugées satisfaisantes, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, initiatrice de ce forum, a convié la presse pour confirmer la tenue de la 4e édition programmée du 24 au 26 février 2016. Au centre de la réflexion cette année, la problématique de l'énergie. L'énergie, c'est un des gros défis au développement de notre continent.
L'idée, c'est de pouvoir, autour donc, des panels qui seront organisés, d'esquisser un peu des pistes de solutions donc, pour régler un peu ce problème. Plateforme de rendez-vous d'affaires Africalia, selon ses promoteurs, est destinée à permettre aux entreprises de la sous-région et du reste du monde de pouvoir se rencontrer afin de nouer des partenariats fructueux et durables. L'impact du Forum Africalia sur les entreprises est réel. Également au niveau de notre économie, l'impact est réel parce qu'aujourd'hui, nous dénombrons un certain nombre d'entreprises qui se sont installées au Burkina grâce au Forum Africalia. Des entreprises du Burkina qui ont pu nouer des partenariats avec d'autres entreprises du reste du monde grâce également au Forum Africalia. Africalia 2016, c'est 15 rendez-vous d'affaires B2B en 48 heures, un village pour partenaires institutionnels et grands sponsors, un site réservé aux professionnels de la finance et bien d'autres. Plus de 400 entreprises venant de toute la planète sont attendues à cette 4e édition. À 37 ans, Hamidou Ouedraogo entre dans le cercle restreint des multimillionnaires burkinabés. Il est l'heureux gagnant du 4+1 du 4 décembre dernier et empoche la somme de 84,5 millions de francs CFA. La remise du chèque a eu lieu à Koudougou où il réside en présence de Daouda Ouattara et Zalissa Sanfo. Hamidou Ouedraogo n'oubliera pas de sitôt les 25 ans du pari mutuel urbain burkinabé. Lui qui cumulait diverses fonctions, de vendeur de chaussures, de vendeur de volailles, de démarcheur, parfois chauffeur à ses temps perdus, pour joindre les deux bouts, il est aujourd'hui millionnaire. Il a joué au 4+1 du vendredi 4 décembre, offert par la Lonabé pour ses 25 ans. Et la chance lui a souri. Ce père de 2 enfants repart ce soir avec 84,5 millions de francs CFA. Coup de chance que ce natif de Koudougou ne réalise pas encore. Pour le moment, je n'ai pas une décision ferme comme ça, c'est comme ça que je vais faire. Je voulais l'argent pour travailler. Mais Dieu merci, quand j'ai réussi ça, je vais reprendre tout ma mité. Si Hamidou ne sait pas encore quoi faire de toute cette somme, la Lonabé, elle l'invite, comme tous les autres millionnaires, à se diriger vers des structures plus spécialisées. On l'invite surtout à approcher la maison de l'entreprise qui est partenaire à la loterie et il aura de très bons conseils pour ses activités. Sa cagnotte fait des envieux. Et ici, certains ont pensé que sa chance pouvait s'étendre à eux. Ainsi, ils se sont mis à gratter. Mais tout porte à croire que ce n'est pas pour ce soir. La victoire de Roch-Marc Christian Kaboré, confirmée par le Conseil constitutionnel. Les quotidiens du jour sont également revenus sur le parcours de l'épouse du professeur Joseph Kizerbo, rappelé à Dieu hier 15 décembre. La revue de la presse est avec Sibidi Issa Lankwande. La publication des résultats définitifs de la présidentielle du 29 novembre fait la une de vos quotidiens. Le Conseil constitutionnel confirme, valide, entérine la victoire de Roch. À chaque journal, son verbe pour qualifier la validation des résultats de la CENI qui donne le candidat du MPP vainqueur de l'élection, qui vaut au Burkina une fierté. Des résultats de la CENI confirmés avec un écart de 0,03% avec l'annulation des résultats de 83 bureaux de vote. Roch est désormais crédité de 53,46%, confirmant selon l'observateur Palga, le Wenvuka ou le Koukao. Pour le journal, le fils de Bila a l'onction des grands juges, surtout que ses adversaires, à commencer par le principal challenger, n'ont formulé aucun recours ni contre le déroulement du vote, ni contre sa victoire. Mieux, il a reçu les félicitations de tous, lui conférant les charges de gouverner. Reste maintenant, poursuit l'Obs, au président nouvellement élu de tenir compte des aspirations de l'homo-insurrectionniste burkinabé qui a désormais l'œil ouvert sur la gouvernance. Et le journal d'espérer qu'il s'évertuera à gouverner en homme d'État plutôt qu'un homme politique. L'autre fait de l'actualité est la disparition de Jacqueline Kizerbo, la veuve du professeur Joseph Kizerbo à 82 ans. La triste nouvelle est tombée comme un coup près en fin de matinée ce 15 décembre et les quotidiens rendent hommage à l'une des artisanes de l'insurrection populaire de 1966 qui a mis fin au régime du président Maurice Yameogo. Le Burkina vient de voir partir en fumée l'une de ses bibliothèques vivantes, écrit le pays, en retraçant à l'image des autres parutions la biographie de celle qu'il qualifie d'Amazon. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.